Alors, je suis tombée sur une offre d'emploi il y a quelques jours, une qui sort, mais alors, complètement de l'ordinaire. Ah oui, oui. Imaginez un peu le tableau, hein. On recrute pour 42 postes, mais pas avant 2030. 2030, c'est une plaisanterie. C'est ce que je me suis dit aussi. L'annonce insiste lourdement sur le fait que les salaires seront modestes, tu vois, alignés sur le non marchand. Et le plus fou, c'est qu'avant même de postuler, on nous demande de lire un manifeste, un long document de plusieurs pages. C'est plus que faire les choses à l'envers, ça. C'est une inversion complète de la logique du marché du travail. Totalement. D'habitude, une entreprise vend son attractivité, le salaire, les avantages. Là, en fait, le projet teste l'engagement du candidat avant même le premier contact. Exactement. Ça force à se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui est assez important pour qu'on y consacre non seulement son travail, mais des années de patience? C'est un filtre extrêmement puissant. C'est ça un filtre. Et c'est justement ce projet qu'on explore aujourd'hui. On a sur la table une pile de documents assez fascinants qui proviennent d'un projet belge, le collectif citoyen pour la participation libre et consciente, le CCPLC. D'accord. On a tout, cette fameuse page de recrutement, mais aussi de la documentation interne, une charte de valeurs qui est encore en discussion, et c'est là que ça devient paradoxal. Un plan d'affaires ultra détaillé pour une plateforme de données urbaines. Ah, intéressant. Notre mission, c'est de comprendre comment ces pièces du puzzle s'assemblent. Comment un collectif qui prône la lenteur et le sens ambitionne de construire la démocratie de demain. C'est un grand écart qui semble impossible à première vue. On va donc plonger dans leurs propres documents pour voir comment ils comptent passer d'une idée citoyenne, presque philosophique, à une structure viable, capable d'employer 42 personnes, C'est le voyage de l'idéal vers le réel. avec toutes les tensions que ça implique. Commençons par le commencement, la mission. Leur devise, qu'on retrouve un peu partout, donne le ton. Parce qu'une démocratie vivante se nourrit d'informations ouvertes et d'actions partagées. C'est une belle promesse. Le CCPCLC se décrit comme un collectif ouvert en Wallonie-Bruxelles, sans cotisation, sans hiérarchie vraiment fixe. L'objectif affiché, c'est de renforcer ce qu'ils appellent le pouvoir d'agir citoyen. Oui, et ce pouvoir d'agir, qui peut paraître un peu fourre-tout, il le décline en 4 piliers, 4 missions très claires. Vas-y. Le premier, c'est observer. Mettre en place une veille sur la transparence de l'action publique. En gros, surveiller ce que font les pouvoirs publics et s'assurer que l'info est accessible. Logique. Le deuxième, c'est documenter. Parce qu'il ne suffit pas que l'info existe, il faut la rendre compréhensible. Donc, ils veulent créer des guides, des analyses, mettre des données à dispo, et tout ça sous une licence libre très particulière. On y reviendra. D'accord. Viennent ensuite les deux autres piliers. Le troisième, c'est former, avec des ateliers, des webinaires, pour que les citoyens puissent s'approprier ces outils et ces connaissances. C'est la partie transmission. Voilà. Et enfin, le quatrième, connecter, qui vise à créer un réseau entre les citoyens, les associations et même les collectivités locales pour qu'ils collaborent. Observer, documenter, former, connecter. Le cycle est assez logique. Ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est leur philosophie de laboratoire ouvert. Explique-nous ça. Rien de ce qu'ils produisent n'est pensé comme un produit fini et secret. Un guide pour analyser un budget communal, un bout de code pour visualiser des données. Tout est conçu pour être reproductible. C'est comme s'ils publiaient la recette d'un plat en encourageant tout le monde à l'améliorer dans sa propre cuisine. Ah, c'est une belle image. L'idée, c'est de créer des standards réplicables partout. Et ça nous remène à cette histoire de recrutement sur 10 ans, 42 équivalents temps plein à horizon 2030. C'est un luxe incroyable, non? Totalement. La plupart des organisations doivent recruter vite pour survivre. Eux, ils se donnent presque une décennie, ça en dit long sur leur philosophie. C'est une stratégie de patience radicale. Dans leurs notes, ils expliquent qu'ils veulent construire une communauté de pratiques avant de construire une équipe de salariés. C'est subtil, ça. Les gens qui postulent entrent dans une réserve de recrutement. Ils peuvent commencer à contribuer bénévolement à leur rythme. C'est une manière de tester l'alignement des valeurs sur la durée, bien avant de parler de contrat. Ils s'assurent que les gens viennent pour la mission. Pas pour le poste. C'est ça. Et sur l'argent, la transparence est désarmante. L'annonce précise que les salaires seront décents, mais pas mirobolants. Ils écrivent noir sur blanc. Ce qu'on offre, du sens, une équipe formidable, un impact réel. C'est presque de l'anti-marketing. Ils ne vendent pas un job de rêve, ils proposent une mission exigeante. Et cette mission, elle est cimentée par les valeurs de leur charte.
La transparence est maladive. Toutes les productions, les discussions, les décisions, tout est archivé publiquement sur la plateforme de développement GitHub. C'est la fin de la boîte noire. Complètement. N'importe qui peut voir l'historique d'un document, qui a changé quoi, quand et pourquoi. Il y a aussi la co-création, ça j'ai trouvé ça fascinant. Ils n'utilisent pas Google Docs ou Word, ils utilisent des outils de développeurs, les pull requests, pour rédiger leur texte. Ah oui, c'est technique. C'est-à-dire que pour modifier une phrase dans la charte, un membre doit faire une proposition formelle de changement qui est ensuite débattue, amendée et validée par les autres. C'est appliquer la culture rigoureuse du logiciel libre à la pensée citoyenne. C'est un choc des cultures assez puissant. Et le dernier pilier de leur éthique, c'est la licence qu'ils ont choisie, la Creative Commons CC BY NC 4.0. Le BY signifie qu'il faut les créditer, mais le point crucial, c'est le NC, non commercial. Exactement. Ça interdit à quiconque de réutiliser leur production dans un but lucratif sans leur accord explicite. C'est un verrou juridique très fort pour protéger le caractère bien commun de leur travail. Attends, ce NC pour non commercial, c'est un verrou énorme. Et ça pose la question qui fâche, celle qui m'a sauté aux yeux en lisant les documents. Comment ils se financent ? Voilà. S'ils interdisent à tout le monde de gagner de l'argent avec leur travail et qu'ils fonctionnent sans subvention au départ, comment diable comptent-ils financer 42 salaires ? C'est une contradiction béante. Et c'est là qu'on bascule dans la deuxième partie de notre pile de documents. On quitte le monde du manifeste citoyen pour entrer dans celui d'un plan d'affaires au titre très explicite. Générer de la valeur économique et sociale avec MySpotPetal. La réponse est là. La réponse au paradoxe est là. On y est. Derrière le collectif à but non lucratif se cache donc un projet technologique très ambitieux, une Smart City Data Marketplace, un marché de données urbaines. Explique-nous le concept. Alors, le concept de base s'appelle la gamification territoriale. Il faut imaginer une application mobile, gratuite, ludique. L'analogie qu'ils utilisent, c'est celle de Pokémon Go. Qui a fait marcher des millions de gens, oui. Voilà. Ou des applications comme Psychic Fix aux États-Unis qui permettent de signaler des problèmes dans sa ville. Mais ici, c'est plus malin. Le jeu n'est pas la finalité. Ah, Le jeu est le moteur pour accomplir une tâche qui est normalement fastidieuse, la collecte de données de terrain à très grande échelle. Il transforme une corvée en loisir. concrètement, ça se passe comment ? Les citoyens téléchargent l'appli et sont invités à participer à des défis ou à signaler ce que le système appelle des claims. Des claims, d'accord. Un claim, ça peut être n'importe quoi. Un nid de poule, un graffiti, mais aussi un banc public particulièrement agréable ou une zone qui manque d'éclairage. En jouant, en documentant leur environnement, ils génèrent sans effort un volume colossal de données géolocalisées. Et ces données apparemment valent de l'or. C'est exactement ça. Le modèle économique qu'ils décrivent est symbiotique, à deux volets. Deux volets. D'un côté, il y a le volet citoyen, l'application gratuite MySpot, qui a pour but de maximiser l'engagement, donc la production de données. C'est la face visible, sociale. Et de l'autre, il y a le moteur économique caché, MySpot Pro. Et MySpot Pro, d'après les maquettes, c'est une plateforme en ligne payante, type SaaS, Software as a Service, vendue sous forme d'abonnement. Les clients, ce ne sont pas les citoyens. Non. Ce sont les institutions, les villes, les agences de mobilité, les bureaux d'études. On y voit des tableaux de bord avec des heatmaps montrant les zones les plus fréquentées, des analyses de flux, des stats. C'est un véritable outil d'aide à la décision pour les gestionnaires urbains. Et c'est là qu'on arrive aux chiffres. Quand j'ai vu leur plan de revenus, j'ai aussi eu un choc. Ah, je ne suis pas la seule alors. Non. Ils ne parlent pas de vendre quelques rapports de temps en temps. Ils ont une grille tarifaire très précise. Un rapport mobilité mensuel à 2 500 €, un abonnement pour une ville à 2 000 € par mois, et ça va jusqu'à une licence entreprise annuelle à 120 000 €. C'est ça qui est dingue. Quand j'ai lu leur projection de revenus sur 5 ans, j'ai failli tomber de ma chaise. 37,2 millions d'euros. Ça ressemble à des chiffres de start-up de la Silicon Valley, pas à un projet citoyen belge. C'est la réaction que tout le monde a. Mais si on regarde leurs hypothèses, ce n'est pas si délirant. Le marché de la Smart City et de la donnée urbaine est un marché de plusieurs milliards. D'accord, vu comme ça. Les villes payent déjà des fortunes à des bureaux d'études pour obtenir des données bien moins riches. La vraie question n'est pas le chiffre est-il gros, mais peuvent-ils vraiment convaincre les villes de payer pour des données générées par des citoyens qui jouent ?
C'est tout le pari. Leur pari est que oui, et ils chiffrent que ces revenus couvriraient 88% de leur budget total sur 20 ans. On est très loin du petit projet associatif de quartier. C'est une start-up Silic Tech extrêmement ambitieuse. Bon, reprenons. On a deux logiques qui semblent s'opposer frontalement. D'un côté, une charte de valeurs quasi militante sur le non-marchand, avec cette fameuse licence CC, B et CREC. Oui. De l'autre, un business plan qui parle en millions d'euros en vendant des données. Comment est-ce qu'ils réconcilient les deux ? La clé de voûte de tout leur système, la réponse à cette contradiction, tient en un seul mot, l'anonymisation. L'anonymisation. C'est un point technique et juridique crucial. Le business plan cite explicitement la CNIL, l'Autorité française de protection des données. La règle est simple, des données véritablement anonymisées ne sont plus considérées comme des données personnelles et sortent du champ d'application du RGPD. Donc, si je comprends bien, la nuance, c'est que le collectif ne vend pas les données brutes des citoyens, mais des analyses issues de ces données. Précisément, ils ne vendront jamais une information du type « Jean Dupont est passé par la rue X à 15h32 ». Jamais. D'accord. Par contre, ils vendront le produit de l'agrégation de milliers de points de données. Le mardi, la fréquentation de la rue X augmente de 30% entre 15h et 16h. Le consentement est bien sûr requis pour la collecte initiale, mais le produit final vendu est une statistique. En théorie, impossible de revenir à l'individu. C'est une construction intellectuelle et juridique assez sophistiquée. Mais ils doivent être conscients des risques de dérive, non ? Comment ça ? Mais même anonymisées, des données sur les flux de population peuvent être utilisées de manière problématique. Un promoteur immobilier pourrait s'en servir pour accélérer la gentrification d'un quartier, par exemple. Est-ce qu'ils en parlent ? C'est ce qui est le plus surprenant. Oui, et de manière très directe. Dans le document Charte en discussion, il y a des passages entiers qui sont des mises en garde contre eux-mêmes, une sorte d'autocritique préventive. Ah oui. Par exemple, ils alertent sur le risque de devenir un influenceur qui imposerait ses vues. Ils écrivent qu'un tel comportement peut susciter des soupçons et nuire à la légitimité de la participation citoyenne qu'ils prétendent promouvoir. Ils ont aussi un concept pour décrire ce qu'ils veulent éviter à tout prix. L'anticommunauté. C'est une idée forte, ça. Oui, ils les définissent comme un espace où les liens sont faibles, où les membres sont des consommateurs passifs de contenu plutôt que des co-créateurs. En fait, ils ont peur de devenir un groupe Facebook. Un endroit où les gens se plaignent dans le vide. Exactement. Où on consomme de l'indignation, mais où on ne construit rien. Cette conscience aiguë des dangers montre qu'ils ne sont pas naïfs. Ils savent que leur modèle est puissant et donc potentiellement dangereux s'il dérive. On a une activité économique, la vente de données agrégées, qui est conçue dans le seul but de financer une mission d'intérêt général. C'est ça. On pourrait presque parler d'un modèle Robin des Bois pour les données. J'aime bien l'image. Ils utilisent un outil capitaliste très classique, la vente de data B2B, pour financer une mission quasi anarchiste de contre-pouvoir citoyen. La valeur sociale générée gratuitement par les citoyens via le jeu est transformée en valeur économique. Mais au lieu d'être captée par des actionnaires, cette valeur est réinjectée pour financer la mission sociale. C'est une boucle vertueuse, en théorie. En théorie, oui. En résumé, cette exploration dans les documents du CCPLC nous révèle un projet à double face, absolument fascinant. Il y a la face idéaliste, celle d'un mouvement citoyen qui pense sur le très long terme, et puis il y a la face pragmatique, celle d'un modèle économique tech, scalable, qui vise des dizaines de millions d'euros. Leur plus grand défi sera de maintenir l'équilibre sur cette ligne de crête. Comment garder son âme, ses valeurs de participation libre et consciente, tout en devenant un acteur majeur sur le marché des données urbaines? La question à 1 million, ou plutôt à 37 millions d'euros. Exactement. Les documents ne donnent pas la réponse, évidemment, mais ils montrent que cette question est au cœur de leur démarche. Et le simple fait de se la poser avec cette intensité est déjà un signe de grande maturité. Et juste avant de conclure, il y a une dernière idée, mentionnée comme expérimentale dans les sources, mais qui ouvre une perspective encore plus vertigineuse. Le business plan évoque la possibilité, à très long terme, d'utiliser la blockchain et les NFT pour démocratiser le financement urbain. Ah là, on entre dans un autre monde. Ça a l'air d'un jargon un peu à la mode, mais l'idée derrière est assez radicale. Oui, ça va beaucoup plus loin que la simple participation. Aujourd'hui, on consulte les citoyens. L'idée ici, ce serait de les intégrer financièrement au projet qu'ils aident à définir, de les rendre copropriétaires de la valeur qu'ils génèrent. Exactement. Et ça soulève une question finale pour la réflexion. Imaginez J. Et si, à l'avenir, les citoyens n'étaient plus seulement des contributeurs de données, mais des actionnaires symboliques de leur ville? Des actionnaires symboliques ?
Si chaque claim soumis dans l'application, chaque problème signalé générait non seulement des points dans un jeu, mais aussi un certificat numérique unique, un NFT, qui donnerait un droit de vote ou même une micro-part tokenisée des revenus futurs liés à l'amélioration de cette zone. On ne parlerait plus de participation, mais de copossession du territoire. C'est peut-être ça la prochaine et ultime étape de ce pouvoir d'agir qu'il cherche à construire.